Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h, donc retour sur nos enquêtes qui sera consacré à une question. On a l'impression qu'elle est dans l'air du temps, que c'est devenu une sorte de vulgate médiatique et politique. Faut-il brûler le code du travail ? Donc depuis quelques semaines, on n'arrête pas de nous répéter qu'il est gros, qu'il pèse trop lourd, qu'il est incompréhensible, qu'il mélange tout et son contraire, qu'il est inapplicable. Et on a l'impression que donc le code du travail est devenu le symbole d'une société française sur son versant social qui serait impossible à réformer. Ça sera le débat de ce 19h. Et puis on s'arrêtera aux alentours de 20h. Et à 20h30, eh bien, ça sera notre invité d'honneur, Yanis Varoufakis, qui répondra pendant près de 2 heures aux questions des journalistes de Mediapart, de la rédaction, mais aussi d'un certain nombre d'économistes que nous avons invités et qui ne sont pas forcément d'accord avec lui pour lui apporter la contradiction. Mais pour ce premier débat, 4 invités. Astrid Toussaint, bonsoir. Vous êtes inspectrice du travail à Nancy et vous êtes militante à Sud Travail. Judith Krivine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, spécialiste de la défense des salariés et du droit social et vous êtes particulièrement impliquée avec vos clients sur le dossier des Maury Ducrot. Notamment. Voilà. Jean-Pierre Lecrom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien du droit social, directeur de recherche au CNRS à Nantes. Jean-Luc Bielitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes salarié syndiqué CGT chez Smart en Moselle et vous nous expliquerez votre situation, vos camarades et vous-même. Et puis à côté de moi, pour animer ce débat, Mathilde Kohanek. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. À Mediapart, vous êtes la spécialiste des questions sociales et vous écrivez depuis donc quelques semaines maintenant, sur cette affaire de code du travail. Alors, j'ai commencé à résumer le contexte comme ça, à grands traits, mais hier encore, j'écoutais Manuel Valls dans une émission qui ressemble à la nôtre, et qui disait à François Fillon que selon lui, il y avait 3 choses intangibles, mais 3 choses intangibles seulement dans le code du travail, dans le droit du travail auquel il ne fallait pas toucher. La durée légale du travail, j'imagine qu'on va en discuter, la remise en question du CDI, ça, il n'en était pas question non plus, selon lui, et enfin la remise en question du SMIC. Voilà. Alors, selon vous, Mathilde, quel est ce contexte de grande remise en question ? Déjà, on voit qu'il essaye de resserrer sur 3 choses seulement, alors qu'on a quand même l'impression que le code est bien plus vaste que ça. Mais c'est vrai que ça fait quand même des années que le patronat, la droite, habituellement, plaide pour dynamiter le droit du travail, le code du travail, accusé d'être trop lourd. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est que désormais, les socialistes enclenche un peu cette idée-là, s'empare de cette rengaine-là, Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, vous l'avez dit, mais aussi Robert Badinter, avec son livre écrit avec Antoine Lyon-Caen, Le travail et la loi. Et donc le ministre a donc commandé un rapport prélude à une prochaine loi qui devrait intervenir en début 2015 pour une grande réforme du code du travail. Et il a donc demandé un rapport à M. Combrexel qui a rendu ses conclusions à la rentrée. Alors l'idée forte du rapport Combrexel, c'est donc que la loi et le code doivent être resserrés sur quelques grands principes, donc peut-être effectivement le SMIC, peut-être le CDI et le temps de travail, et que tout le reste pourrait être laissé à la négociation, que ce soit au niveau des branches ou de l'entreprise. Du coup, on a envie de savoir qu'est-ce qui disparaît en creux de ce nouveau socle, et puis quels seront les nouveaux droits ou les droits qu'on va perdre en se basant uniquement sur les niveaux intermédiaires. Alors du coup, j'ai envie tout de suite de savoir, moi, ce que vous en pensez de cette proposition ou de ce débat-là. On peut peut-être commencer avec vous, monsieur Lecrom, qui est un historien du droit social, donc il y avait un peu de perspective sur tout ça. Oui, je veux bien commencer par l'histoire. Je pense que l'histoire peut éclairer pas mal de choses, en tout cas dans ce domaine. Je crois que ce qu'on peut dire, pour commencer, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de codification de droit du travail. C'est-à-dire, c'est pas comme le code civil ou comme le code pénal. En réalité, le code du travail a été élaboré entre 1910 et 1927 en 4 livres, mais ça n'a été qu'une compilation. On a pris les textes qui existaient déjà et on les a mis en ordre. Voilà. Contrairement, donc, c'est ce que je disais, au code civil ou au code pénal. Ensuite, ce code a donc été retravaillé. On a parlé de recodification. Il y en a eu une première en 1973
et une deuxième en 2008. Menée par Jean-Denis Combrexel, notamment. Menée par le directeur général du travail, absolument, Jean-Denis l'auteur du dernier rapport. L'auteur du rapport, absolument. Mais ces deux recodifications se sont faites à droit constant. Alors, ça a été discuté, notamment du côté de la CGT, qui a fait des recours devant le Conseil d'État, devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, pardon. Ces recours ont été rejetés. Voilà. Alors, après, un des points d'entrée, je crois, dans le débat, c'est la question de la lourdeur, du fait que le Code du travail soit extrêmement volumineux. C'est peut-être intéressant de donner quelques chiffres pour commencer. Dans les années 60, le Code du travail faisait 600 pages. Dans les années 70, début des années 70, 1200. Après les lois Auroux, donc 81, 82, surtout 82, 1500. Dans les années 90, 2500. Et aujourd'hui, en tout cas, dans la version, parce qu'il y a plusieurs codes du travail, dans la version rouge du Dalloz, c'est 3300. Mais ça comprend la jurisprudence et ça comprend des notes explicatives de doctrine, des renvois à des articles de doctrine qui expliquent. Donc c'est quand même sans doute le code, enfin je n'ai pas bien regardé tous les codes, mais c'est sans doute le plus volumineux, mais le code des impôts, par exemple, est un peu plus court, mais il y a 4 annexes qui font que, si on rajoute les annexes au code, c'est à peu près la même chose. Le code du commerce, dont on ne parle jamais, absolument jamais, est à peu près aussi gros que le code du travail. Mais est-ce que la nécessité de réforme, parce que vous y avez déjà consacré une émission sur Mediapart, Mathilde, avec Joseph Confavreux, est-ce que tout le monde est en gros d'accord, est-ce qu'il y a un consensus pour dire qu'une réforme est nécessaire, mais qu'évidemment, cette réforme ne doit pas être faite au détriment des salariés? Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? C'est-à-dire qu'on est face à un objet dont l'application est tellement difficile, visiblement, que tout le monde s'accorde à dire « oui, il faudrait s'y attaquer ». Je pense qu'à part Gérard Filoche, tout le monde est d'accord pour dire que si on pouvait faire quelque chose qui simplifierait le code, ça serait sans doute pas mal. Gérard Filoche et Astrid Toussaint, a priori. Oui, visiblement, votre voisine de gauche est d'accord avec Gérard Filoche. Mais on va lui donner la parole. Non, mais par exemple, les gens qui sont très critiques par rapport au petit livre de Badinter et Lyon-Camp, comme Emmanuel Docès, il dit quand même, il dit c'est pas l'essentiel. Je ne veux pas parler à sa place. Il dit c'est pas l'essentiel. Il y a des enjeux cachés, etc. Bien sûr. Mais si on pouvait simplifier un peu, ça serait peut-être pas plus mal. Après, c'est toute la question des moyens dont on va parler. Comment on s'y prend? Est-ce que si on renvoie à la négociation collective de branches ou d'entreprises ou par d'autres moyens, c'est tout le sujet est là. Alors, Astrid Toussaint. Oui, alors déjà, pour resituer l'affaire dans son contexte, parce que c'est important, hein, vous citiez l'opuscule de Badinter et Lyon-Camp, tous ces rapports qui sont sortis. Il faut quand même noter que, d'une part, on a eu une loi Macron, une loi Rebsamen extrêmement destructrice des droits des travailleurs. Et puis, dans le même temps, tout un tas de rapports qui sortent et tout converge pour dire que en fait, ce droit du travail, il est trop lourd, trop compliqué, trop gros. Il y en a même qui se sont amusés à mesurer le nombre de pages, l'épaisseur, enfin bon. Si toutefois ça a un intérêt. C'est une volonté politique, non pas de simplifier, non pas de toiletter le Code du travail comme il est dit ici ou là, c'est une volonté politique de porter atteinte aux droits des travailleurs. C'est pas pour rien qu'on ne s'attaque pas au Code du commerce, justement. On s'attaque aux droits du travail. Et ce droit du travail, si je peux compléter ce que vous disiez, hein, ce droit du travail, il est un droit d'exception. C'est important de le rappeler. C'est un droit d'exception qui dit non au Code civil, qui dit non, la liberté patronale, elle n'est pas complète, et qui défend les droits des travailleurs. Et pourquoi défend-il le droit des travailleurs? C'est parce que les salariés sont en situation de subordination juridique, et que c'est donc la partie la plus faible au contrat. Et la subordination juridique, c'est... Enfin, le sujet est vaste, excusez-moi, je vais faire beaucoup de digression peut-être, mais la subordination juridique, c'est important de bien comprendre ce dont on parle. C'est dire que l'employeur a tous les pouvoirs, tous,
celui d'embaucher, celui de licencier, celui d'organiser le travail, le pouvoir économique, et le salarié obéit. Et le Code du travail est là pour apporter quelques garanties, souvent de simple procédure, aux salariés. Et c'est pour ça qu'il est fondamentalement protecteur du salarié. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la construction même du droit du travail qui en fait ce qu'il est. Et donc, quand on s'attaque au droit du travail, il n'est pas question là, on le verra plus tard sans doute, mais il n'est pas question là simplement de le toiletter. Il est question de porter atteinte aux droits des travailleurs. Et la question de cette réforme, c'est d'abord la question de savoir pourquoi. Pourquoi faire ? Et ce qu'on peut constater dans ce code qui, effectivement, ces 30 dernières années, a beaucoup grossi, c'est vrai, qu'il est beaucoup plus gros, on peut surtout constater que pendant 30 ans, de droite comme de gauche d'ailleurs, pour le coup, le patronat a tout obtenu. Tout. J'entends que Valls dit on ne touchera pas au CDI. La belle affaire, il y a déjà actuellement dans le Code du travail 24 contrats dérogatoires au CDI. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas toucher au CDI ? On y a déjà touché depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression que, après vous allez réagir, mais que l'argument, notamment du pouvoir socialiste, c'est pas tant sur la question du résultat, mais la manière dont on produit le droit. Alors, c'est peut-être un tour de passe-passe. C'est un tour de passe-passe. Mais c'est de dire, ça ne viendra pas de nous, en gros, ça ne viendra pas de l'État, mais ça viendra des acteurs eux-mêmes, donc des employeurs, des négociateurs au sein des branches ou des syndicats. Alors, du coup, ça sera l'objet d'autres questions, parce que est-ce que une autre manière de faire du droit veut dire un amoindrissement du droit, enfin, ou de la protection. Alors si je peux juste ajouter ça, c'est qu'une autre façon de faire du droit, et ça existe déjà aujourd'hui dans le Code du travail, le Code prévoit déjà la possibilité de négocier. Et normalement, ce qu'on appelle souvent entre juristes le principe de faveur, qui n'est peut-être pas très parlant pour tout le monde, ça veut dire que la loi fixe les minima, et l'accord doit être plus favorable que la loi, et le contrat de travail doit être plus favorable que l'accord. Ça, c'est le principe de faveur. Plus on descend dans la norme, et plus ça doit apporter du mieux aux salariés, pas à l'employeur. Donc la question du développement du droit, c'est fait autour des dérogations qui ont été octroyées aux employeurs. Et c'est pour ça qu'il est devenu compliqué. Juliette Krivine. Mais je suis tout à fait d'accord avec Astrid Toussaint. Et en fait, j'ajouterais que pourquoi il est aussi épais, si on peut dire, le Code du travail, c'est parce qu'il est rempli de dérogations. On pourrait avoir un Code du travail hyper simple avec la durée du travail, c'est 35 heures. Le contrat de travail, c'est le CDI. Et puis on s'arrête là. Enfin, etc. Je veux dire, le salaire, il y a le salaire minimum, etc. Pourquoi les textes se sont accumulés, et effectivement d'une manière plutôt favorable aux entreprises, c'est pour leur permettre de déroger. Et après, historiquement, la manière de déroger a évolué. Et c'est là où on est en plein bouleversement. On est parti du principe de faveur dont parlait Astrid Toussaint, c'est-à-dire cette hiérarchie des normes où plus on va vers le salarié qui est tout seul face à l'employeur, plus il y a une contrainte qu'on ne puisse pas faire moins bien qu'au-dessus. En 2004, déjà, on avait eu une révolution là-dessus, puisqu'il avait été décidé que les conventions, les accords d'entreprise pouvaient déroger d'une façon moins favorable, sous réserve que les accords de branche ne l'excluent pas. Enfin, avant ça, on peut déroger dans un sens moins favorable quand c'est prévu par la loi. Ensuite, je schématise un peu, mais ensuite on peut déroger du moment que l'accord supérieur ne l'exclut pas. En 2008, on a eu une inversion pour le temps de travail tout seul, et aujourd'hui, on vient nous dire, on inverse tout, l'accord d'entreprise prime sur tout, et il prime même sur le contrat de travail. Alors, tout n'est pas nouveau là-dedans. Les attaques, elles sont fortes depuis un certain temps. Les accords de mobilité, les accords de maintien de l'emploi
sont déjà Dans des ces attaques en ce sens très très fortes. Et voilà, après on reparlera certainement de tout ça, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord aussi sur l'idée que tout ça est une grande hypocrisie. Parce que on nous dit qu'on veut simplifier. Est-ce que vraiment ça n'est pas simple ? Et est-ce que c'est anormal que ce ne soit pas simple ? N'importe quel employeur va faire appel à un fiscaliste, n'importe quel employeur, même dans une TPE, va avoir son expert comptable. Est-ce que c'est anormal d'avoir affaire à un avocat, à des syndicalistes, à des personnes qui sont habituées à lire les textes pour expliquer le droit du travail ? Non. Et si on ne mettait rien, on ne saurait pas comment faire. Je donne un exemple. Alors, je sais bien qu'Antoine Lyon-Caen, par exemple, quand il dit qu'il souhaite simplifier, il veut dire rendre plus intelligible et rappeler les valeurs fondamentales. Enfin, c'est ce qu'il explique. C'est pas forcément évident en lisant le livre, d'ailleurs, mais quand on l'entend expliquer sa position, c'est ce qu'il dit, sauf erreur de ma part, et j'espère qu'il ne m'en voudrait pas s'il m'entendait. Mais si on se contente de dire, par exemple, comme il le fait dans le livre, le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui vient répondre à un besoin temporaire de l'entreprise, ok, et temporaire, ça veut dire quoi ? 5 ans, c'est temporaire ? 10 ans, c'est temporaire ? Je ne sais pas, ça ne veut rien dire en soi. On est bien obligé de préciser. Donc, soit on précise par la convention collective, soit on précise par la jurisprudence, et là, c'est l'enfer. Ce n'est pas du tout plus simple. Ça n'a rien de plus simple. Soit on précise dans le contrat de travail, et là, c'est le salarié tout seul face à l'employeur. C'est extrêmement compliqué, donc ça ne simplifie rien du tout, et c'est le prétexte du chômage qui vient permettre ça. Et c'est là où on a l'impression d'une immense hypocrisie. Jean-Luc Belitz. Disons que pour moi, le Code du travail, c'est un outil de défense pour les salariés. Et la plupart des salariés n'ont pas un code du travail. C'est souvent le délégué ou l'union locale ou on va dire les organisations syndicales qui ont un code du travail. Ce n'est pas les salariés. Après, souvent les salariés font une action soit individuelle, soit collective. Ils vont voir un avocat. En fin de compte, aujourd'hui, on veut restreindre le code du travail pour limiter justement les actions en justice des avocats, parce qu'on a beaucoup d'infractions de la part de l'employeur. Je prends l'exemple tout simple. Chez nous, on a une boîte qui s'appelle Mallet, BR Mallet, et ils sont payés en dessous du SMIC. Voilà. Donc l'exemple tout simple, on est payé en dessous du SMIC, on rajoute une prime pour être au niveau du SMIC. Et voilà, donc il y a tous les exemples là. Nous on est en justice avec l'employeur depuis 2006 sur le temps d'habillage. Donc on est en cours de cassation, c'est pas encore passé, mais ça fait 9 ans de procédure déjà. En attendant, on a gagné 20 minutes en cours d'appel à Metz. Ces 20 minutes, ça représente, aujourd'hui sur l'espace de 9 ans, ça représente 500 000 €. Mais ces 500 000 €, les salariés ne l'ont pas. C'est l'employeur qui les a dans sa poche en attendant. Donc, aujourd'hui, le Code du travail, il faut surtout le maintenir, il faut même le renforcer, afin qu'on ne peut pas laisser l'employeur, il a tous les, on va dire, comme parlait l'inspectrice du travail, Astrid, elle disait qu'en fin de compte, on pouvait licencier à n'importe quel moment. Il y a des salariés qui sont licenciés, on les force à démissionner, on les force à faire des ruptures conventionnelles, etc., quoi. Dès que vous êtes une personne qui gêne, on vous met les bâtons dans les roues, quoi, en fin de compte. Alors, je voudrais juste rester avec vous parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le rapport Combrexel est sorti à peu près au même moment que l'affaire Smart, si on peut dire ça comme ça, oui. Parce que il y avait cette idée dans l'entreprise, chez vous, la direction veut repasser à 39 heures, grosso modo, passer de 35 à 39 heures, selon les syndicats payés 37, et donc a souhaité passer un peu par-dessus la tête des syndicats en demandant leur avis aux salariés. Et a donc
donc organiser un référendum. Et alors le oui l'a emporté, c'est-à-dire Oui, c'est ça. une majorité de salariés a dit qu'il était d'accord pour travailler plus, même s'il n'était pas payé au tarif, disons, réglementaire. C'est-à-dire pour travailler 39 heures, payer 37, c'est ça? Oui, à c'est peu ça. près, voilà. Alors du coup, comment on a une illustration là, totale de ce qu'est une négociation au cœur de l'entreprise, et donc de là aussi où ça bloque, en tout cas où ça bute. Alors, expliquez-nous un peu le contexte peut-être de ce référendum et pourquoi vous, syndicats, vous vous opposez aux résultats des salariés. Le contexte, en fin de compte, on nous a mis en concurrence, on va dire, avec l'usine de Novo Mesto. C'est une usine Renault qui fabrique la Twingo et où ils fabriquent également la 4 places. En Slovénie. Oui. Et donc, on nous a dit qu'on était plus cher que les salariés de Novo Mesto, de 500 € plus cher. Donc, on nous a dit d'être plus compétitifs. Et donc, ils ont mis 3 axes, en fin de compte. Ils ont 3 leviers. Et donc, dans les 3 leviers, il y a la baisse du taux horaire, quoi. Et donc, ils ont dit, pour baisser le taux horaire, ils ont dit, on va augmenter le temps de travail. Et donc, après, ils ont décidé, parce qu'il y a des syndicats qui ne se sentaient pas de force et ils étaient simplement en train d'accompagner le projet. Ils n'étaient pas assez forts. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un sondage. Nous, on était opposés parce qu'on disait qu'ils avaient rompu le dialogue social par le biais de faire un sondage. Et donc, ce sondage aussi, c'est un chantage à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, si on n'a pas ce projet-là, si on n'arrive pas à augmenter le temps de travail, le restyling qui doit se faire en 2017, c'est un restyling de la voiture, on ne sait pas s'il sera fait à Ambach, quoi, en Moselle. Et également, on nous dit 2020, on ne sait pas. Pour les emplois, on ne sait plus si on va fabriquer des Smart en France, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est un référendum où on demande l'avis aux salariés, mais finalement, c'est, comme vous dites, un sondage. À la fin, ça doit être une négociation entre la direction et les syndicats. Bien sûr, parce qu'on est dans le cadre des NAO, parce qu'on n'est pas dans un accord de compétitivité, on n'est pas dans un accord de maintien de l'emploi, on est dans un accord, on appelle ça un accord de droit commun, donc c'est les organisations syndicales qui négocient. Et là, ils ont chanté, en fin de compte, ils ont bypassé la négociation. Et aujourd'hui, au final, là, ils nous ont donné un projet d'accord où, en fin de compte, il y a un élément suspensif à cet accord, c'est-à-dire que même si les organisations syndicales signaient, on demande que 56,1% des avenants soient signés. C'est-à-dire que même s'il y a une signature, on demande encore que 56,1% des avenants soient signés par les salariés. Donc, en fin de compte, les organisations syndicales, ils ne servent plus à rien, quoi, à ce moment-là. Hein. Si je peux compléter justement sur l'exemple de la Smart, parce que c'est un exemple, il faut le savoir, qui fait beaucoup crisser des dents au ministère du Travail, parce que ça tombe très très mal. Enfin bon, je suppose que vous ne le faites pas exprès, mais en attendant, ça les enquiquine beaucoup, quoi. Évidemment, ça ne tombe pas bien dans ce contexte où ils font tout pour convaincre tout le monde qu'il faut réformer le droit du travail. Alors cet exemple-là, il montre bien d'abord une chose, c'est que le Code du travail tel qu'il est, il permet la négociation dans l'entreprise, contrairement à tout ce qu'on entend. Et là, vous n'avez rien innové, le Code du travail le permet. Et là, on est bien à un niveau de négociation qui est au plus près du terrain, comme disent les forces vives. Donc, il faut négocier la norme au plus près du terrain. Donc, on est en plein dedans, et c'est la démonstration que c'est possible. Et que le Code du travail, encore une fois, n'est pas un frein à ça. C'est même pire que ça, puisque sur la durée du travail, ça fait partie des négociations annuelles obligatoires. Donc là, c'est la loi qui dit, non seulement vous pouvez négocier, mais sur la durée du travail, vous le devez. Et donc, eux, ils sont en plein dedans. Et la négociation, et ce qui coince à la Smart, c'est qu'il y a 2 syndicats en situation majoritaire, qui menacent d'exercer leur droit d'opposition à l'entrée en application de l'accord. Et là, que fait la direction? Preuve qu'elle ne veut pas négocier, elle veut obtenir le résultat qu'elle a fixé. C'est ça la volonté, c'est pas la volonté de négocier, il faut bien comprendre ça. Donc elle contourne l'obstacle, comme vous l'avez dit. Elle contourne l'obstacle en pleine négociation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle quand même en droit des négociations déloyales. Quand on est en train de négocier, normalement, l'employeur n'a pas le droit
de prendre des mesures unilatérales. Il n'a pas le droit d'utiliser des procédés qui sont des procédés déloyaux. Les syndicats représentent le personnel, ce n'est pas l'employeur qui représente le personnel. Si eux, avant de signer un accord, ils ont envie de savoir s'ils représentent le personnel, qu'en pense le personnel, c'est eux qui organiseront le sondage, le référendum, pas l'employeur. L'employeur n'a pas le droit de faire ça. Il est en infraction, là. Et il le contourne après doublement parce que, en présentant un deuxième projet d'accord qui dit, dans l'accord, dans le texte, on va vous faire un truc très bien que vous ne pourrez pas refuser de signer. Hein. Enfin, je pense que mes renseignements sont justes, vous me direz. Mais donc il n'y a que du plus pour vous dans l'accord. On ne vous demande aucune contrepartie. Et les contreparties, elles vont être présentées directement aux salariés en disant, maintenant vous signez là sur votre contrat de travail. Et c'est pour ça qu'ils demandent qu'il y ait au moins 56% des contrats dont la modification sera acceptée par les salariés. Alors ça, c'est la démonstration. Encore une fois, je radote, mais quand même j'insiste, que d'une, le Code du travail n'empêche pas la négociation au plus près, et que de deux, heureusement encore qu'il y a un rapport de force dans certaines entreprises. Parce que malheureusement, il a tendance un peu à disparaître, et ce que le patronat veut, et le gouvernement aussi, c'est mettre à mal toutes ces entreprises, ces grosses entreprises où il reste encore les délégués syndicaux qui ont compris ce qu'était leur travail, à savoir représenter les intérêts des travailleurs et pas des patrons, et qui résistent avec des salariés derrière eux, un rapport de force, quoi, ça s'appelle. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Alors, du coup, Jean-Pierre Lecrum, vous confirmez que dans l'histoire du droit social français, du droit du travail, la négociation collective a déjà sa place, voire toute sa place ? Ben oui, la première loi date de 1919, mais le système a été bâti en 1936, avec la possibilité d'extension des conventions collectives à l'ensemble des salariés, des entreprises et donc des salariés qui sont dans le champ d'application professionnel et géographique. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur peut-être deux petites choses. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous l'avez fait remarquer. Dans ce genre de débat, on passe systématiquement tout de suite de la question du contenant à la question du contenu. Et donc, comment dire, parce que beaucoup de gens pensent, et moi le premier d'ailleurs, que simplification, ça veut dire moins de droits. Moi, de manière générale, je suis pour la simplicité dans la vie en général, et dans le droit en particulier. Et je ne vois pas pourquoi le droit du travail échapperait à ça. Trop de normes tuent la norme. Là, on parle que des normes réglementaires, mais on pourrait parler de toutes les normes techniques, les normes ISO, les normes environnementales, qui bouffent la vie des gens aussi dans les entreprises. Mais moi, je suis plutôt un partisan d'Habermas, vous voyez, genre la colonisation du monde vécu. Je préfère la simplicité. Mais je suis d'accord avec les intervenants précédents pour dire que si on déplace les normes de la loi vers les accords de branche ou vers les accords d'entreprise, compte tenu des rapports de force qui existent actuellement, compte tenu du chômage de masse qui pèse évidemment sur toutes les négociations, je pense que c'est un leurre de dire que ça sera sans effet. Je ne pense pas ça du tout. Voilà, c'est une première chose que je voulais dire. Peut-être une deuxième chose, c'est que le fait que la loi ait une aussi grande importance en France, ça faisait déjà l'objet de remarques anciennes. Dans les années 20, il y avait un prof de droit bien connu qui s'appelait Georges Selle, qui a écrit un bouquin qui parlait, c'était son expression à lui, de politicianisme français. Et qui l'opposait, par exemple, au modèle anglais, où en Grande-Bretagne, il n'y a pas de code du travail. Hein, donc ça se passe sur le mode, enfin en tout cas pendant longtemps, gentleman's agreement, on se met d'accord et on tient beaucoup à la parole. Donc c'est vraiment le fait que la loi prime sur les accords collectifs, c'est une marque assez largement française. La question de la simplification,
vous avez appelé votre émission « Faut-il brûler le Code du travail ?» C'était déjà le titre d'un colloque qui avait eu lieu à Montpellier en 1993, donc il y a plus de 20 ans. La même année, il y avait un collectif d'inspecteurs du travail qui avait dit qu'il faudrait limiter le Code du travail à 100 articles, un peu la même démarche que celle de Badinter et Antoine Lyon-Camp. 50 en plus que Lyon-Camp et Badinter. Ouais, mais on était en 73. Je vous donne un exemple précis. Enfin, moi, très franchement, je ne sais pas comment il faudrait faire pour simplifier. Mais il y a peut-être quand même quelques petites idées. En 1968, un des résultats du mouvement de 68, ça a été la création des délégués syndicaux et des sections syndicales d'entreprise. Combat mené par les syndicats, enfin surtout la CGT et la CFDT. Le ministre du Travail, à ce moment-là, a dit « Ah oui, mais bon, ça complique quand même les choses, parce qu'on a déjà les élus du comité d'entreprise, on a les délégués du personnel, et maintenant on va avoir les délégués syndicaux. » Alors, à l'Assemblée nationale, en réponse à une question, il a dit « Mais on va prévoir quelque chose qui peut un peu simplifier le système. » En fait, des simplifications, il y en a eu. Il y a eu notamment la création de la DUP, la délégation unique du personnel, 1993, Giraud-Balladur. Giraud étant ministre du Travail, Balladur, comme vous le savez, étant, j'allais dire président du Conseil, Premier ministre, bien entendu. Voilà. Mais alors, la DUP, c'est fait normalement pour simplifier, parce que c'est une fusion, non pas des deux institutions, mais des mandats. Normalement, c'est fait pour simplifier. Mais en réalité, le texte sur la DUP, il est venu s'intégrer au Code du travail. Et donc, c'est des pages en plus, vous voyez. Et c'est souvent, ça a été dit d'ailleurs, je crois, la simplification, souvent, est cause de complexité. C'est très paradoxal, mais bon, voilà, j'aurais d'autres choses à dire éventuellement. J'ai bien envie de rebondir là-dessus parce que c'est un très bon exemple, la DUP. On dit qu'on simplifie. En fait, on ne simplifie pas. On réduit les droits. Avec la DUP, qu'est-ce que ça change une DUP? On a moins de représentants du personnel, ils ont moins d'heures de délégation, il y a moins de réunions. Ça simplifie pour qui exactement? En fait, ça ne simplifie pas le droit du travail, ça simplifie la vie des employeurs. Et c'est la même chose pour tout. Et c'est là où, je ne sais pas pourquoi ce soir je fais une fixation sur la notion d'hypocrisie, mais on nous dit que là, il faut absolument simplifier. Mais on fait quoi là depuis 3-4 ans? La loi de sécurisation de l'emploi, il a fallu s'y mettre. Hein. C'était pas simple. Je peux vous dire que c'était pas simple d'apprendre à nouveau toute une procédure pour nous, avocats, de se mettre à faire du droit administratif alors qu'on n'avait pas tellement l'habitude d'en faire. Bon, mais ça suffit pas. Loi Macron. Et puis, je vais même plus loin. La loi de sécurisation de l'emploi, sur certains aspects, on avait commencé à faire la jurisprudence dessus. Bon, c'est simple. On sort des arrêts. Je prends l'exemple de Maurice Ducrot, puisque vous en parliez tout à l'heure. Maurice Ducrot, la loi de sécurisation de l'emploi prévoit donc qu'on peut contester l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. On a obtenu en cour administrative d'appel de Versailles l'annulation de l'homologation par rapport à l'application des critères d'ordre du licenciement au périmètre des critères d'ordre. On n'était même pas encore passé en appel que déjà dans le projet de loi Macron, ils avaient ajouté une clause prévoyant qu'au cas où on gagnerait, alors la loi va simplifier en disant que l'employeur peut faire ce qu'il veut à défaut d'accord. Ah ouais, c'est plus simple. C'est plus simple pour l'employeur, mais ce n'est pas du tout plus simple. C'est encore un texte en plus qu'il va falloir articuler avec les autres textes. Et tout ça est totalement bidon. Donc, en fait, là, et pour Rebsamen, c'est pareil. Vous décrivez en plus du chômage de masse, qui évidemment fait partie du rapport de force, c'est que depuis 30 ans, le maître mot, visiblement, c'est la dérégulation aussi du marché de l'emploi et du travail lui-même. Et donc là, on est dans le sens d'une dérégulation toujours plus grande. Mais c'est écrit, en fait, c'est écrit. Voilà. Si vous prenez le rapport Combrexel, les propositions, la première proposition, c'est quoi? Élaborer une pédagogie de la négociation collective. Déjà, la pédagogie de la négociation collective, il va bien falloir qu'ils comprennent
démontrant le caractère... Vous devez comprendre ce que vous devez signer. Ouais, le caractère rationnel et nécessaire de celle-ci dans un contexte concurrentiel et de crise économique. En gros, ce qui est bien pour les salariés, la protection des salariés, il va falloir comprendre que ce n'est pas compatible avec nos intérêts d'employeurs. Donc maintenant, il va falloir négocier pour revoir tout ça à la baisse. Et comme faire passer ça toujours par la loi, ça ne passe pas forcément facilement. Les accords de branche, il y a quand même des gens aguerris. Vous savez, l'union fait la force, c'est un truc qui est bien connu. On va faire ça au niveau des accords, au niveau des entreprises. J'avais prévu de vous montrer un dessin, puis je l'ai oublié dans mon sac là-bas. C'est un dessin de Vouch, où on voit des loups sur une montagne, comme ça, qui regardent vers le bas, et des agneaux en bas. Et puis il y a une petite phrase en bas, c'est les loups qui parlent et qui disent « Non, finalement, nous n'avons pas envie de passer par une solution négociée. » Voilà. Il n'y a pas de rapport de force. Et il n'y a pas de rapport de force. Moi, je connais des tas de représentants du personnel qui n'osent même pas prendre leurs ordres de délégation, qui disent on va faire un droit d'alerte, l'employeur leur dit ça coûte cher un droit d'alerte. Bon, c'est pas grave, on ne le fait pas. C'est quoi le rapport de force s'il n'y en a pas? Et c'est la même chose au niveau général, au niveau des moyens des syndicats, au niveau des moyens même des avocats. Voilà, c'est la même chose pour tout en fait. Juste, Jean-Luc Bélitz, vous les vivez, ces négociations au niveau de l'entreprise et même au niveau intermédiaire. Alors, est-ce que la négociation n'a aucune vertu à vos yeux c'est pas ce que vous avez dit, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un accord se fasse au sein d'une entreprise? Et comment vous sentez justement le rapport de force qu'on évoque actuellement? Un accord d'entreprise, il peut se faire, mais souvent l'employeur, il recherche à gagner en compétitivité, à rincer, on va dire, des dividendes aux actionnaires. C'est ça, il ne recherche que ça. Il y a plus de... En fin de compte, quand je vois les nouveaux embauchés, par exemple à la Smart, ils gagnent 1 550 €. Le SMIC, il a 1 467. Ils ont 80 € de plus. C'est à un moment, les salariés me disent mais qu'est-ce qu'on attend? Je dis écoute, c'est le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, si on ne signe pas, les 120 €, il y avait 120 € au bout. Ces 120 € de toute façon par rapport aux 39 heures que les salariés devraient faire en plus, c'est-à-dire passer à 39 heures, c'est-à-dire qu'ils passeraient de 151,67 € à 169 heures. Aujourd'hui, c'est des contraintes familiales parce qu'en fin de compte, la plupart, en faisant 39 heures par semaine, ils termineraient à 23h20. Ils rentrent chez eux, ils habitent à peu près en moyenne à 26 km de leur habitation. Ça fait en moyenne, ils rentrent à minuit chez eux. Le temps de ramener les enfants après à 7h, il faut se réveiller, donc ils n'ont plus de vie de famille. Et en fin de compte, la plupart des salariés de chez Smart ne veulent pas travailler avec des horaires hauts. Ils appellent ça des horaires hauts, des très tardifs. Donc ils veulent travailler le samedi. Et si on passe à 39 heures, c'est-à-dire 169 heures par mois, c'est que des samedis. En fin de compte, vous avez 2 à 3 samedis par mois. Donc en fin de compte, vous travaillez 6 jours sur 7. Et après, quand on dit, quand on voit Valls, c'est simplement il veut simplifier le code du travail, parce que soi-disant le code du travail serait un frein à l'emploi. Aujourd'hui, le frein à l'emploi, c'est pas ça. Je veux dire, c'est les employeurs qui freinent à l'emploi. Je veux dire, on voit bien avec la précarité des salariés. Aujourd'hui, chez Smart, il y a 700 intérimaires, 700 intérimaires dans l'ensemble du site, Voilà, donc on voit bien qu'ils précarisent l'emploi. Les salariés, ils n'ont aucun avenir, C'est ça, la problématique, elle est là, Donc le dialogue social dont on parle tant et qui est un peu la pierre angulaire de la négociation collective. On ne peut pas imaginer de négociation collective s'il n'y a pas de dialogue social. Vous, le dialogue social, vous le voyez pas à l'œuvre chez Smart, par exemple? Le dialogue social, il n'y en a pas eu. Je veux dire, nous, on n'a jamais signé, quasiment depuis 18 ans, je crois qu'on n'a pratiquement signé aucun accord, Parce qu'on est en train de revenir, on a l'employeur est en train de reprendre ce qu'il a perdu depuis, on va dire, dans les années 45. En 45, l'employeur a perdu beaucoup. Et on a nationalisé l'industrie. En 68, il a perdu beaucoup. Et à partir de 72, il a dit, bon, maintenant, je mets le paquet, je reprends tout. Je reprends tout ce que j'ai perdu. En gros, c'est ça, Et il veut passer par le biais de la loi, par le code du travail. C'est-à-dire qu'il veut réformer le code du travail alors que pour déroger,
il déroge, mais il rajoute des textes pour déroger. Donc son code du travail, il le grossit également. Quoi. D'autant. Enfin, quand il veut déroger au texte, donc il rajoute des textes dans le code du travail. C'est que... Astrid Toussaint, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais compléter également là-dessus, puisque le passage de 35 à 39 heures, c'est normalement la durée légale du travail étant toujours fixée à 35 jusqu'à nouvel ordre, hein, du moins. Donc ce qui est au-dessus, c'est des heures supplémentaires majorées. Et donc ça devait occasionner une augmentation de la rémunération mensuelle par la majoration d'heures sup. Et en fait, c'est pas comme ça que c'est proposé. C'est proposé sous forme de prime, et le montant de la prime n'équivaut pas aux 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées. Et c'est pour ça que ça aboutit à une baisse du taux horaire. Alors un syndicat, puisque les syndicats qui ne signent pas, hein, comme vous là en l'espèce, un syndicat qui ne signe pas est toujours montré du doigt, et puis souvent ça tombe en plus sur la CGT. Hein, bon. Donc évidemment, ils n'ont pas compris, ils mettent un frein à l'emploi, ils n'en ont rien à faire du chômage, mais c'est pas ça du tout. Un syndicat qui se souvient de ce à quoi il sert, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, à défendre les intérêts des travailleurs et pas des employeurs, quel intérêt il a à signer ça? Sur le repos dominical, quel intérêt a un syndicat de salariés à signer un accord qui contraint les salariés à travailler le dimanche? Quel intérêt ont les salariés à ça? Ils n'en ont pas. C'est un intérêt d'employeur, ça. Je voulais aussi, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, hein, puisque moi je n'aime pas non plus spécialement ce qui est compliqué, hein, c'est pas, parce que ça ne joue pas tellement comme ça, c'est qu'effectivement le Code du travail, on a dit, hein, on l'a dit à plusieurs depuis 30 ans, il s'est beaucoup épaissi et beaucoup finalement en faveur des... On remet votre micro, mais continuez de parler si vous pouvez. En faveur des employeurs. Et donc on n'a pas cité la rupture conventionnelle quand même, hein, qui remplace le licenciement économique à la demande des employeurs. On n'a pas cité la légalisation des contrats précaires. 85% des embauches se font en contrat précaire. Alors il est où l'intérêt des salariés à ces dispositions-là? On n'a pas cité ce code du travail qui est épaissi de toutes les aides à l'emploi, de toutes les exonérations de cotisations sociales jusqu'à 1,6 fois le SMIC, quand même. Tout ça, c'est dans le Code du travail aussi. Et tout ça, sauf erreur grossière de ma part, je ne vois pas où est l'intérêt des salariés. La loi de sécurisation de l'emploi, on a compté, hein, elle fait 45 pages, plus de 100 articles. La réglementation sur l'égalité professionnelle homme-femme, dont tout le monde se contrefiche dans les faits, c'est un empilement de 5 lois. Le repos dominical qui est tant décrié par les temps qui courent, 17 décrets, 38 articles de loi. Le détachement, le fameux détachement qui est très à la mode aussi, sur le territoire français, 3 lois, dont 2 toutes récentes, la loi Savary et la loi Macron. C'est les mêmes qui nous disent que le Code du travail est trop compliqué. C'est eux, hein. Et le principe, c'est toujours une annonce politique, une loi. Hein. Donc personne ne dit qu'il ne faut pas simplifier le Code du travail, mais moi je suis d'accord avec vous. Voilà. On peut très bien le simplifier, ce droit du travail, en disant les dérogations, on est allé bien trop loin, supprimons les dérogations. Vous allez voir que le Code du travail il va suivre une cure d'amincissement carabiné. On ne peut pas supprimer toutes les dérogations. Je pense qu'on peut en supprimer un certain nombre. Hein. Je pense qu'y compris avec les 35 heures, tous les accords 35 heures qui ont été accompagnés, parce que ce n'est pas les 35 heures qui sont en cause, c'est les modalités d'aménagement du temps de travail qui vont avec qui sont un problème. Ce n'est pas la baisse de la durée du travail qui est un problème. Qu'est-ce qui se passerait selon vous si on supprimait les dérogations? Non, je ne sais pas, mais par exemple, le travail de nuit. Moi, je prends toujours mes exemples dans l'histoire. Le travail de nuit a été interdit au début du XXe siècle. Bon. Il y a eu une dérogation parce qu'il y a des secteurs où il faut travailler la nuit, notamment les usines à feu continu qui ne peuvent jamais s'arrêter, etc. Donc, ça fait une dérogation. Mais le législateur a dit, mais cette dérogation ne vaut que pour les hommes. Les femmes, donc il y avait une dérogation dans la dérogation. Et c'est souvent, en matière de temps de travail, c'est le domaine où il y a souvent beaucoup de dérogations, la question du temps de travail. Et bon, moi,
je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il pourrait y avoir sans doute moins de dérogations. Mais ça ne veut pas dire supprimer toutes les dérogations, parce que le droit du travail, il n'est pas uniforme. Il ne peut pas être le même pour tout le monde. Il ne peut pas être le même pour quelqu'un qui travaille dans la métallurgie ou dans la construction automobile comme vous, et puis, je ne sais pas moi, les mannequins, ou bien entre le boulanger et quelqu'un qui travaille dans la chimie. Donc, on a besoin... et c'est partout pareil, dans tous les pays du monde, on a besoin d'autre chose que la loi pour pouvoir adapter aux différents secteurs. La négociation collective, elle est indispensable. Le problème, mais là je rejoins ce qui a été dit, c'est que les rapports de force, évidemment, ne sont pas du tout, et depuis longtemps, en faveur du salariat, c'est tout à fait clair. Alors, vous disiez, on a la nécessité de déroger parce que le monde du travail est divers. Voilà. Oui. On peut avoir aussi le sentiment que le monde du travail a changé, et disons c'est beau avec des lieux de production éclatés, des statuts et des temps de travail très différents. Alors c'est un peu plus récent, mais une connexion permanente à nos outils de travail, donc une séparation plus difficile à faire entre la vie privée et la vie professionnelle, et donc des souffrances différentes aussi, peut-être des charges mentales plus lourdes qu'avant, etc. Alors est-ce que le code, là si on fait un peu plus si on va un peu plus en avant plutôt que de regarder en arrière, est-ce que le code actuel, il est suffisamment protecteur de ce point de vue-là? Est-ce qu'on pourrait imaginer des droits nouveaux et donc ne pas être tout le temps en train de réagir, mais agir pour plus de droits? Le code du travail, il contient tout ce qu'il faut. Bien sûr. On a par exemple des comités d'hygiène, sécurité, santé, conditions de travail qui sont là pour intervenir, pour veiller à la protection de la santé des salariés, par rapport à ce que vous évoquiez, que ce soit sur les risques réellement physiques ou les risques psychosociaux, etc. Mais là, quand on nous dit qu'on veut simplifier avec la loi Rebsamen, on essaye de supprimer les CHSCT. Alors, on ne les a pas supprimés complètement, mais dans les entreprises de moins de 300, ils seraient intégrés à la fameuse DUP. Dans les plus de 300, on pourrait négocier par accord qu'il y ait aussi des délégations uniques du personnel avec toutes les instances qui sont communes. C'est quoi l'intérêt pour les salariés d'avoir des instances communes? Je n'ai pas encore compris. Enfin, ça simplifie, là encore, comme je disais tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, parce que je ne voudrais pas que... Parce que tout à l'heure, je vous ai fait signe là-dessus. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais contre la négociation. Je suis tout à fait pour la négociation. Je fais des négociations très souvent. J'accompagne mes clients très souvent pour des négociations sur différents sujets. Du moment que c'est de la négociation plus favorable. Ça ne sert à rien de négocier si c'est pour perdre des droits. Il faut au minimum que ce soit donnant-donnant. Et c'est ça qui est difficile, parce que le rapport de force n'est pas toujours là. Là, j'ai un exemple, une entreprise qui lance une procédure pour faire un plan de sauvegarde de l'emploi, et puis il n'y a même pas de CHSCT en place. Ils n'en avaient jamais mis en place dans cette entreprise. Et l'employeur prévoit que les élections du CHSCT vont se faire en une semaine, là, vite fait, et puis après on continue la procédure, et il prévoit un délai de procédure plus court que la loi. Bon, alors évidemment, avec mon aide et celle de l'expert comptable, les élus réagissent, disent c'est pas possible, vous êtes dans l'illégalité, il va falloir faire autrement, prendre le temps de faire des élections correctement. Alors, l'employeur dit d'accord, on va faire des élections, et propose un accord de méthode, du coup, pour prolonger la procédure. Et quelle est la proposition de l'employeur? Ben, c'est juste ce qui lui permet de régulariser son erreur, pas un jour de plus. Bon. Il se trouve que dans ce dossier-là, j'ai l'impression qu'on a une direction avec laquelle on peut discuter et on va peut-être pouvoir avoir des délais corrects. Dans ce cas-là, la négociation a toute sa place. Si on peut dialoguer et que ce n'est pas « je vous propose et vous acceptez », il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas toujours comme ça. Et la dernière chose que je voulais dire, j'en ai plein d'autres choses, mais il y avait deux autres points très rapides. Pour bien négocier, il faut aussi être bien informé. Et c'est le point 2 dans la proposition. Ils disent qu'il faut mettre en valeur les bonnes pratiques des entreprises et des syndicats sur les moyens d'établir une confiance réciproque, notamment dans la présentation, le partage et l'utilisation d'informations stratégiques. Là encore, je dis hypocrisie. Qu'a fait le gouvernement avec la loi de sécurisation de l'emploi? Le gouvernement a inscrit dans le Code du travail ce qui était la position des employeurs devant les tribunaux depuis des années en matière d'information. On se bat pour essayer d'avoir des vraies informations transparentes.
Et à chaque fois, on nous dit non, on ne vous donnera pas ces informations. Exemple, les prix de transfert dans les entreprises. On nous dit ah, l'entreprise va très très mal, regardez, on est dans le rouge, on est déficitaire. On creuse un tout petit peu et on voit que tout l'argent remonte chez la société mère via le montant des prix de transfert, le jeu des marges et tout ça, parce que chez la société mère, fiscalement, c'est plus intéressant que les bénéfices soient là-bas. Et on joue avec tout ça. Les entreprises jouent avec tout ça pour gagner plus d'argent, payer moins d'impôts, etc. Ça n'a rien à voir avec le problème des salariés. Rien ne prouve que c'est la crainte de licencier qui fait monter le chômage. C'est juste que les gens n'osent plus prendre des risques. Beaucoup d'employeurs n'osent pas prendre des risques, alors que les risques, c'est ça. Être entrepreneur, c'est prendre des risques. Vous voulez dire que l'inégalité sur le plan de l'information est telle que la négociation est caduque Elle est totalement biaisée en permanence. Et ça, moi, je me bats là-dessus tous les jours pour essayer d'avoir des vraies informations. Et le dernier point par rapport à ça, c'est la volonté de déjudiciariser. L'objectif principal, c'est qu'on ne puisse plus aller au tribunal. Le gouvernement se flatte que depuis la loi de sécurisation de l'emploi, on a beaucoup moins de recours sur les plans de sauvegarde de l'emploi, les licenciements économiques. Ça veut dire que tout le monde est content? Mais pas du tout. C'est parce qu'on n'a plus de moyens de recours, parce qu'on n'est pas recevable, parce que... Voilà. Sur la prévention de la santé dont vous parliez, dans les plans de sauvegarde de l'emploi, la situation au jour où je vous parle, c'est qu'au tribunal de grande instance, on nous dit on n'est pas compétent pour traiter des questions de santé. Et devant les tribunaux administratifs, on nous dit ça ne nous concerne pas la prévention, ce n'est pas nous qui tranchons ça. Il n'y a pas de juridiction compétente aujourd'hui. Les prud'hommes non plus? Ah non, les prud'hommes, ça concerne après le licenciement. Là, on est avant la mise en œuvre d'une réorganisation. Il y a eu plusieurs dossiers qui sont allés devant plusieurs tribunaux. À chaque fois, on nous dit non, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi, ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents. Et les tribunaux administratifs disent à la prévention de la santé, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est hyper grave. C'est hyper grave. Astrid Toussaint ? Oui, sur le licenciement économique, je voudrais aussi ajouter un élément qui est également dans la loi Macron, c'est qu'au moment, ça fait des années qu'on nous parle d'économie mondialisée, internationale, donc c'est quand même dans la loi Macron qu'on sort pour la première fois que l'obligation de reclassement, elle ne se fera plus au niveau du groupe, du secteur d'activité du groupe dans le monde, sur toutes les entités où il est implanté, elle se fera au niveau national. Voilà. Et fermer le rideau. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est encore comme ça. Donc quand on dit que c'est, à chaque fois c'est un prétexte pour retirer des droits aux salariés, c'est pas une vue de l'esprit. Ça n'est que ça. Quant à la négociation, j'ai pas dit non plus, moi j'étais opposée à la négociation. Et il y a plein de preuves, encore une fois, qui démontrent que la négociation existe aujourd'hui, et depuis 2007 d'ailleurs. Aucune loi n'est prise sans que, préalablement, ait été recherché un accord national interprofessionnel. Et toutes les grandes lois récentes sur les plans, les PSE, la rupture conventionnelle et j'en passe, toutes sont nées après un accord national interprofessionnel. Donc ça, c'est quand même déjà au niveau interpro, sauf Repsamen, et là, ils sont passés au-dessus. Ouais. Bah oui, mais là, il y a des syndicats qui n'auraient pas été d'accord, donc du coup, forcément, ils ont passé l'obstacle aussi. Donc au niveau interprofessionnel, voilà, c'est les ANI qui finalement vont écrire la loi. Au niveau des branches, finalement, pourquoi pas au niveau des branches? Parce que les négociateurs, à ce niveau-là, sont plutôt mieux formés. Et surtout, ont la distance nécessaire par rapport à l'employeur. Ils ne sont pas à ce moment-là en rapport de subordination. C'est autrement plus facile de négocier au niveau des branches, de négocier des conventions collectives, parce que les négociateurs côté salariés qui sont face aux représentants des employeurs ne sont pas à ce moment-là face à leur patron. Il faut bien se représenter que quand on est dans une salle enfermée avec son patron, qui vous dit signez là, il faut quand même avoir un certain courage pour dire non. Sachant que 5 minutes après, on va retourner au boulot, on va se retrouver dans ce lien de subordination. Et quand on va déposer ses congés payés, on va rigoler 5 minutes. Parce que... Donc personne ne dit que la négociation n'est pas bonne, mais certainement pas au niveau de l'entreprise. Je terminerai juste sur ce niveau-là de négociation qui n'est vraiment pas le bon, parce que le lien de subordination, il est autour de la table des négociations, et parce que ça éclate le droit du travail. Ça veut dire que demain,
dans même chaque établissement d'une même entreprise, vous pouvez avoir des règles différentes. C'est insupportable, ça. Donc une inégalité. Il est inégalitaire, il est incontrôlable. Qui va contrôler ça? Jean-Pierre Lecrom, puis Jean-Luc Bilitz. Oui, c'est sur ce point de la négociation de branche ou d'entreprise. Oui. Pendant très longtemps, le niveau qui a été privilégié en France, c'était le niveau de la branche. Pourquoi? Parce que les employeurs et les syndicats d'employeurs, les organisations professionnelles, refusaient, plus ou moins, il y avait des exceptions, mais qu'on négocie dans l'entreprise. Ça s'est inversé à partir de 1982, à partir du moment où on a la gauche, les lois Auroux, qu'on ferait mieux d'appeler les lois Auroux-Aubry, puisque Martine Aubry était quand même à la manœuvre derrière, ont autorisé le principe des accords dérogatoires en matière de temps de travail. Bon, après, ça s'est développé. À partir de ce moment-là, les employeurs ont négocié dans l'entreprise, et le nombre d'accords d'entreprise est aujourd'hui très très important, et l'accord d'entreprise est devenu, beaucoup plus important que les accords de branche, parce que les accords de branche, moi je suis d'accord avec vous, mais les accords sur le meilleur niveau, c'est sûrement la branche. Mais dans la réalité, il y a un rapport d'un député Poisson, député UMP il y a quelques années, à partir des renseignements qui lui ont été donnés par Jean-Denis Combrexel de la DGT, de la Direction Générale du Travail, qui montre qu'on négocie très peu dans les branches. Bon, très peu, il y a je crois que le rapport disait qu'il y avait il y avait à peine un quart des branches où on pouvait parler de véritables négociations. Et puis il y a trop de branches, hein. Combrexel le dit, et je pense qu'il a raison. On ne sait même pas combien il y en a. Moi, je n'ai pas réussi à trouver le nombre exact de branches. Amélie, a priori. Et puis, il y a un dernier point. Puis, Amélie, un peu moins. À peu près, ouais. Un peu moins. La caisse d'épargne est une branche. Mais La caisse d'épargne est une branche. Pôle emploi est une branche. le crédit agricole aussi, je crois bien. Mais ce n'est pas les salariés qui l'ont voulu, ça. Ouais. Oui, alors justement, c'est le dernier point que je voulais dire, c'est que les branches ont, la manière dont sont organisées les branches, ça dépend des syndicats d'employeurs. Ben oui, c'est des syndicats d'employeurs qui décident des contours de la branche. Et ça, si on veut avancer en matière de droit du travail, bon, il y a bien d'autres choses qu'il faudrait faire, mais ça pourrait être peut-être une négociation entre les salariés et les employeurs pour savoir quels sont les bons contours de la branche. Bon exemple. Jean-Luc Bilitz. Disons qu'il y a des accords de branche, nous on les regarde, on regarde les accords de branche, mais on va dire il y a ça descend vers l'accord collectif d'entreprise. Et la plupart du temps, s'il n'y a pas un accord collectif, c'est l'accord de branche qui s'applique. Donc voilà. Donc au final, il faut un accord de branche, il est nécessaire, parce qu'on ne peut pas se limiter à ce qu'il n'y ait plus d'accord d'entreprise. Et du coup, pas dit le contraire. Hein. Oui. Il est selon vous plus protecteur, le niveau de la branche est également un peu plus protecteur que le niveau de l'entreprise? Pas si protecteur que ça, quoi. Je veux dire, il y a un rapport de force qui est quand même aujourd'hui qui est en baisse par rapport à... Il y a moins de salariés qui travaillent, donc le rapport de force il diminue à chaque fois. Hein. Il y a 5 millions de chômeurs. Tout ça, on vient, on dit, si tu n'es pas content, demain, il y a 5 millions de chômeurs qui attendent ta place, quoi. Donc le rapport de force diminue, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut rechercher le plein emploi. Aujourd'hui, la recherche du plein emploi, je pense que ça passera par une diminution du taux. C'est pour ça que nous, on avait fait un tract où on disait, pour un peu s'amuser des 39 heures, on disait que la CGT proposait les 32 heures, quoi, sur Smart, quoi. Non pas l'augmentation du temps de travail. Voilà, mais c'est la diminution du temps de travail. C'est travailler moins pour que tout le monde puisse travailler, quoi. À vous le mot de la fin. Ah, désolée. Je pense que ce qui est important, c'est de garder cette notion de hiérarchie des normes et de principe du plus favorable. Après, il y a des sujets, c'est important qu'ils soient négociés près des salariés qui connaissent les enjeux pour les salariés au niveau où c'est négocié, même si c'est un établissement. Par exemple, la gestion prévisionnelle des emplois. On n'est pas dans du plus ou du moins favorable. Il faut savoir exactement dans l'entreprise quelle est la situation,
quelle va être l'évolution de l'entreprise, et c'est important que ce soit au niveau de l'entreprise que ce soit négocié, mais sous la protection de ce qui est négocié au niveau du groupe, ce qui est négocié au niveau de la branche, ce qu'il y a dans la loi. Moi, je trouve parfois dangereux de remonter trop haut et que les salariés au niveau, les syndicalistes ou les représentants du personnel au niveau de l'établissement ou de l'entreprise n'aient plus leur mot à dire. Et d'ailleurs, c'est pas neutre que dans le projet de loi, c'est plus un projet de loi, ça y est, il faut que je m'y fasse, la loi Rebsamen, il est prévu que souvent on pourra faire des choses au niveau du groupe ou du comité central d'entreprise et qu'au niveau du comité d'établissement, ils n'aient plus leur mot à dire. Donc il y a un jeu permanent, les choses ne sont pas binaires, c'est pas tout au niveau de la loi, rien dans les accords collectifs ou l'inverse. Mais il faut qu'on garde cette notion de principe de faveur, ça me paraît la chose la plus impérative. Ce que vous aviez défini au début de notre conversation, madame. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Mathilde. On va se retrouver dans un peu moins de 30 minutes, 20h30, peut-être 20h30, passer de quelques minutes parce qu'il faut qu'on règle nos questions de traduction simultanée. Ça sera le premier live de Mediapart qui va se dérouler en anglais, puisque Yanis Varoufakis va s'exprimer en anglais et non pas en grec, langue qu'il parle parfaitement, mais évidemment, il y aura une traduction simultanée pour tout ce qui se dira. La première partie de la rencontre avec lui sera consacrée à ce qui s'est passé depuis le printemps, les négociations avec l'Eurogroupe, le référendum grec, donc ça sera une partie politique. Et puis la seconde partie s'intéressera plus à l'économie, puisqu'on confrontera Yanis Varoufakis avec 3 économistes et Martine Orange qui sera avec moi, en parlant en particulier de ce fameux plan B, puisqu'on sait que lui est opposé à la sortie de l'euro, en tout cas pour ce qui concerne la Grèce. Mais alors, quelles sont ses propositions? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il y a là une contradiction? Ça, on en parlera à partir de 21h30. Donc, je vous dis à tout de suite. Et quand je vous aurai dit que l'offre de la soirée d'abonnement à Mediapart, c'est 4 mois pour 16 €, eh bien, je vous aurai tout dit. À tout de suite.